Équipe de professionnels et de passionnés de la radio vous apporte le monde entier chez vous. Information, éducation, récréation, CJWI plus près de vous. Depuis Montréal, radiounion.com, la voix des communautés culturelles au Québec. CPAM. Maison AM. Exactement 16h07 aujourd'hui, mardi 2 avril 2024. Voici donc billet de retour. Billet de retour prend l'antenne cet après-midi comme menu. Nous vous présentons nos invités. Max Stanley Bazin, qui est président de la Ligue des Noirs du Québec. Professeur Milou de Chenoufi, qui est chercheur à l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, et également professeur au Collège des Forces canadiennes. Thilou Jean-Paul, journaliste, présentateur de Regard et de Réveil Matin. Étienne Côté-Paluc, journaliste indépendant en Haïti. Donald Kucholeta, professeur à la retraite, spécialiste de la question américaine. Et puis Jean-Martin Bauer, qui est directeur du PAM en Haïti. Tout ça, mesdames, messieurs, pour vous dire que nous avons en poche une excellente émission que nous voulons vous présenter. Un peu pour ça que nous voulons au départ prendre le temps de remercier celle qui nous a aidés à préparer cette émission, Madame Asma Heurtelou, notre recherchiste. Également remercier celle qui va nous aider à vous présenter cette émission, en l'occurrence Junie Limage. Alors, tout ça, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour dire que moi-même, je suis à la régie technique du côté de la radio, alors que Junie Limage est du côté de la régie technique du côté de la télévision, moi du côté de la radio. Et puisqu'à CPAM, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tout débute par la radio, alors c'est à moi que revient l'honneur de débuter cette émission, mais tout de suite. Bienvenue à CPAM, 16h10 déjà, la création d'un conseil présidentiel et la nomination de ses membres à l'étude au Conseil des ministres. En attendant la réponse de juristes sur le projet de décret portant création du conseil présidentiel et la finalisation de l'accord politique signé par les parties prenantes, la nomination des membres du conseil présidentiel est mise sur pause. Les membres du Conseil présidentiel de transition vont encore devoir attendre avant leur nomination. Le Conseil des ministres qui doit statuer sur leur nomination informe qu'il fait face à des questions constitutionnelles et légales avérées. Le Conseil des ministres, qui souhaite avoir l'accord signé par les parties prenantes, annonce qu'il soumettra le projet de décret portant création du Conseil présidentiel à des juristes pour le rendre conforme à la Constitution. Les membres du Conseil présidentiel, quant à eux, mettent les bouchées doubles pour finaliser l'accord politique. Alors que des acteurs impliqués dans la mise en place du Conseil présidentiel de transition expriment publiquement leur impatience et critiquent le Conseil des ministres pour le retard enregistré dans la nomination des conseillers présidentiels, le Conseil des ministres affirme qu'il veut procéder le plus rapidement possible. Mais le Conseil des ministres a buté sur des questions constitutionnelles et légales avérées. La Constitution et les lois haïtiennes
ne prévoit nulle part cette institution dont la création doit forcément précéder la nomination des membres devant la composer, a expliqué le gouvernement démissionnaire dans un communiqué publié le 1er avril. Le chef du gouvernement, le Dr Ariel Henry, a reçu vendredi le 29 mars écoulé du président de la Guyana et président en exercice du CARICOM, M. Mohamed Irfan, les noms des 9 personnalités devant composer le conseil présidentiel intérimaire. Le même jour, un conseil des ministres a été convoqué pour voir quelle était la façon la plus rapide de procéder à leur nomination, lit-on dans un communiqué. Le conseil des ministres souligne que le dimanche 31 mars, le premier ministre Ariel Henry a reçu, toujours du président de la CARICOM, un draft de décret portant création, organisation et fonctionnement du conseil présidentiel qui a immédiatement été aussi transmis au conseil des ministres afin que chacun produise ses remarques lors d'un conseil des ministres agendé pour lundi le 1er avril. Le conseil des ministres s'est de nouveau penché en début d'après-midi ce 1er avril sur le meilleur moyen de créer le conseil présidentiel intérimaire et d'effectuer la nomination de ses membres. Le draft de décret a été transmis sur demande du Conseil des ministres à des juristes afin que ces derniers le finalisent et le rendent conforme aux lois de la République, explique le gouvernement démissionnaire. Ange gardien menacé d'expulsion, la famille pourra rester au pays et c'était une bonne nouvelle. La préposée aux bénéficiaires Déborah Adgobye et sa famille qui étaient menacés d'expulsion vers le Nigeria dans quelques jours à peine pourront rester. Nous sommes tellement heureux et soulagés, a lancé la mère de famille à la presse peu de temps après avoir reçu la nouvelle de son avocate ce mardi en début d'après-midi. La famille d'Ange Gardien vient d'obtenir un permis de séjour temporaire. Leur renvoi vers le Nigeria est annulé. La semaine dernière, la presse rapportait que des patients et des amis se mobilisaient pour qu'une famille d'Ange Gardien originaire du Nigeria puisse demeurer au pays. Leur histoire a ému beaucoup de Québécois, puisqu'une campagne de sociofinancement lancée au même moment a permis d'amasser plus de 15 000 $. Budget fédéral, 6 milliards de dollars pour les infrastructures essentielles au logement, promet Trudeau. Le gouvernement Trudeau entend délier largement les cordons de la bourse dans son prochain budget afin de stimuler la construction de nouveaux logements. À cette fin, il compte lancer un nouveau fonds doté d'une enveloppe de 6 milliards de dollars qui servira à construire et à mettre à niveau les infrastructures essentielles au logement, comme l'approvisionnement en eau potable, les usines de traitement des eaux usées, les systèmes d'évacuation des eaux pluviales et la gestion des déchets solides. Le premier ministre Justin Trudeau
a annoncé les détails de cette nouvelle mesure durant une conférence de presse à Halifax en compagnie du ministre fédéral du Logement, Sean Fraser. Cette annonce s'inscrit dans une nouvelle stratégie sans précédent des libéraux de divulguer de grands pans du budget fédéral avant son dépôt à la Chambre des communes le 16 avril par la ministre des Finances, Chrystia Freeland. Dès cette année, la somme d'1 milliard de dollars provenant du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement sera mise à la disposition des municipalités pour répondre aux besoins les plus urgents en matière d'infrastructures qui freinent la construction de logements. Le reste de l'enveloppe, 5 milliards de dollars, fera l'objet de négociations entre Ottawa et les provinces et les territoires visant à établir leurs priorités à long terme. Mais les provinces et les territoires ne pourront pas toucher un sou de ce fonds s'ils ne s'engagent pas à prendre des mesures jugées essentielles pour accélérer la construction de logements. Exactement 16h18. Nous avons avec nous en ligne Max Stanley Bazin. Il est président de la Ligue des Noirs du Québec. Bon après-midi, Monsieur Bazin. Bon après-midi. Comment ça va, Monsieur Bazin? Ça va bien, compte tenu des circonstances. Oui. C'est Don Philippe qui nous a quittés. Il est décédé à quel âge, Monsieur Bazin? Je crois qu'il est décédé à 87 ans. 87 ans. Et des suites de maladies ou subitement? Je crois, vous comprenez qu'à un certain âge, vous avez une série de pathologies qui sont dues à la vieillesse. Donc, je ne suis pas médecin, je ne suis pas, coroner, mais vous attribueriez... Il est mort paisiblement, là, mais... Vous attribueriez ça davantage à la vieillesse, c'est ça, 87 ans? C'est ce que je présume, mais encore là, comme je l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste de la question, donc il faudrait éventuellement demander au médecin. Non, mais je comprends. Est-ce qu'il avait de la famille encore, Don, à Montréal? À Montréal, techniquement, oui, il y avait de la famille, donc... mais encore là, c'est plutôt, à ma connaissance, il y a une fille, mais je sais pas plus que ça, donc... Alors dites-moi, à la Ligue des Noirs du Québec, qu'est-ce qu'on retiendra du passage de Don Philippe comme président de la Ligue? Je m'aventurerais à dire que c'est lui aussi le fondateur. Il a été le fondateur de la Ligue. Effectivement, Don Philippe, c'était le fondateur de la Ligue des Noirs du Québec, qui est un organisme qui existe depuis 1969. Il a été à la barre de cet organisme-là pendant plusieurs années, dans plusieurs décennies d'ailleurs. Et j'ajouterais que il a marqué l'histoire du Québec de plusieurs façons, et notamment concernant la durée où il était le président de la Ligue des Noirs du Québec. Mais à cette époque-là, dans les années 70, on dirait qu'il n'y a que la voix de la Ligue des Noirs et donc la voix de notre Dan Philippe, n'est-ce pas, pour défendre les abus, le racisme qu'on trouvait de manière, je dirais, énorme dans la société québécoise. Et donc, il était toujours présent dans les médias, n'est-ce pas? Ce que je peux dire, il fallait avoir une certaine poigne. Il fallait ne pas avoir peur.
Il fallait avoir les capacités de pouvoir justement se présenter pour représenter les gens, c'est-à-dire la communauté noire, les afrodescendants, concernant les abus, concernant ce qui se passait. Dan Philippe n'a jamais eu peur de la controverse. Donc, il s'est présenté à chaque fois qu'il fallait qu'il le fasse. Il s'est présenté, il a même participé à des manifestations. Donc, c'est ça la vie. Oui. Avoir le courage de ses convictions. Absolument, mais je dirais que à cette époque-là, dans les années 70, on ne connaissait pas ce qu'on appelle aujourd'hui des gangs de rue, ce qui force, n'est-ce pas, à tempérer la défense qu'on peut présenter lorsqu'il y a de ces situations-là. Il faut essayer d'analyser le pour et le contre. Autrement dit, être président de la Ligue des Noirs du Québec aujourd'hui, ben c'est pas toujours évident parce qu'il faut regarder, analyser les situations qui se présentent chaque fois. Okay. Je ne veux pas le lier avec les gangs de rue, mais regardez, moi ce que je fais de manière pertinente là, c'est qu'on a ici au Québec et d'ailleurs on a la Charte canadienne des droits et libertés. Mm-hmm. On a également la Charte québécoise des droits et libertés qui sont des dispositions qui sont relativement importantes, donc très importantes même parce qu'elles sont au-dessus des lois ordinaires. Et ces dispositions-là créent des droits pour l'ensemble des citoyens. Et quand on dit l'ensemble, ça comprend nécessairement les afro-descendants. Donc, lorsque Dan Philippe se plaignait de telle ou telle situation, il ne le faisait pas à partir de n'importe quoi. Donc, il agissait en fonction de quelque chose qui existait, là. Aujourd'hui, si je prends, oui, c'est un contexte qui est quand même différent par le fait que dans les années 80, on a commencé à voir arriver des gangs de rue auxquels participent encore la plupart des jeunes noirs. Donc, je dis que la défense est plus difficile à mener. Faut s'informer, faut fouiller avant de comprendre sous quel angle on présente la défense. Alors que Dan Philippe était tout simplement un président de la Ligue sans connaissance juridique. Il travaillait avec des avocats, il est vrai, mais il était de tous les combats. Chaque fois, il défendait les abus qui étaient faits. Hein, parce que à ce moment-là, on n'avait pas à se poser de questions. Est-ce que c'est un bad boy ou est-ce que c'est un petit gars régulier, là? Regardez, moi, ce que je vous dirais, c'est que tout président de la Ligue des Noirs du Québec, là, doit nécessairement, à chaque fois qu'il y a une situation qui se pose, là, prendre la peine de regarder si ou non on a la nécessité de requérir les services d'un professionnel. Donc, en l'espèce, je vous rassure tout de suite, à chaque fois que c'est nécessaire, on réfère la personne à un organisme qui est notamment la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, qui, c'est un exemple que je vous donne comme ça, qui a une batterie d'avocats à son service. Mm-hmm. Vous me suivez? Mm-hmm. Et parfois même, on va faire en sorte, dans certaines situations, de référer la personne à un avocat ou à des avocats pour régler un problème ponctuel. Mais vous comprenez peut-être que vous êtes un peu trop jeune. À l'époque, Dan Philippe était constamment dans les médias pour se plaindre. On voyait Dan Philippe autant de fois qu'il y avait un abus à la télévision, une conférence de presse, n'est-ce pas, pour dénoncer ces abus-là, parce qu'il était presque sûr qu'il s'agissait d'un abus qui était fait par la police, par les agents de l'ordre, etc. Et il n'y avait quasiment pas de difficulté à se plaindre publiquement contre des abus faits aux Noirs du Québec. Bon, je regardais, l'époque est différente aujourd'hui. Absolument. Donc, c'est pas la même chose. Mm-hmm. Puis, j'ajouterais que on ne peut pas présumer de la responsabilité d'autrui sans avoir les éléments qui nous permettent de pouvoir
déduire que oui, il y a une responsabilité. Parce que c'est pas vrai que ceux qui sont en face sont nécessairement fautifs. Il va arriver certains jours ou certaines fois qu'ils n'ont pas de responsabilité par rapport aux actes qui sont commis. Donc, il faut toujours être très prudent. Et si jamais il arrive que pour quelque raison que ce soit, on est imprudent, on s'expose à ce moment-là. Aujourd'hui, on est à une époque de poursuite judiciaire, donc il faut faire très, très, très attention. On peut se faire poursuivre pour diffamation à n'importe quel moment. Monsieur Bazin, qu'est-ce qu'on retiendra précisément de ce passage le plus long, vous l'avez dit, comme président de la Ligue des Noirs du Québec, de Dan Philippe comme président de la Ligue? Moi, ce que je dirais, c'est notamment la durée, le donner de son temps à la communauté afrodescendante. Deuxièmement, la qualité des services qui a été offert, dans le sens que il s'est présenté, il a pris des risques, il a pris... Les gens ne sont pas nécessairement au courant de la nature des risques et de l'ampleur des risques qui ont été commis, mais je vous dirais que les présidents ou encore les membres du conseil d'administration sont responsables à travers les actes qui sont commis. Donc, c'est ça la réalité. Donc, si on fait preuve de négligence, on s'expose. Donc, il faut toujours faire la juste part des choses. Et Dan Philippe a été suffisamment prudent au cours de son règne, où il a été très chanceux, c'est l'un ou l'autre, mais techniquement, on retient les résultats, et en l'espèce, il y a eu des résultats, et ils ont été plutôt positifs qu'autre chose. Donc, il y a eu des changements pour la société, et c'est ça l'important. Donc, l'évolution. Est-ce que vous pensez que les communautés noires, parce qu'aujourd'hui on ne parle plus de la communauté noire, les communautés noires devraient rendre un bel hommage à Dan Philippe? C'est toujours bon, c'est toujours important d'honorer la mémoire d'hommes du passé qui ont rendu des services à la communauté, qui l'ont fait au surplus de manière sur une base volontariat, c'est-à-dire sur du bénévolat. Donc, moi, je vous dirais que ce n'est pas nécessairement juste aux autres qui ne font pas partie de la communauté noire d'honorer la mémoire d'un disparu. Nous aussi, on peut honorer la mémoire de Dan Philippe à notre propre manière ou participer à la manière dont ça sera fait. Mais je vais vous donner un exemple, ou plutôt deux exemples. Donc, Dan Philippe a notamment reçu la médaille de l'Assemblée nationale ainsi que d'autres nominations, vous comprenez? Et ces nominations-là, l'autre exemple que je vous donne, c'est la Ville de Montréal a reconnu l'ampleur du travail de Dan Philippe. Et je pense que ça fait 3 ans approximativement, et ils ont justement remis un document à la Ligue des Noirs du Québec concernant cette situation-là. Donc, c'est-à-dire le travail qui a été fait. Donc, dans cette perspective-là, moi, je vous dirais que ça a été reconnu de manière officielle par des officiels, donc la Ville de Montréal et également par les députés à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a, M. Bazin, un programme qui est prévu pour un dernier hommage par la Ligue ou par la famille de M. Philippe, ou est-ce que ça sera annoncé plus tard? Ça, présentement, j'ai pas ce renseignement-là pour le moment. C'est sûr qu'il y a plusieurs scénarios qui vont être mis sur la table, mais il y a une part qui va être faite à partir de l'initiative familiale, parce qu'on doit quand même respecter le processus de deuil. C'est sûr que, compte tenu de l'importance de Dan Philippe, compte tenu de ce qu'il a fait dans le passé, on apprécierait qu'il y ait plus de visibilité concernant la fin, c'est-à-dire sa disparition et tout. Mais si la famille décide que ça soit plus intime, mais ça sera plus intime. Et toujours est-il que présentement, nous, on essaie de voir s'il y a une possibilité d'avoir un genre d'événement qui pourrait être fait, avoir une plus grande visibilité.
C'est pour rendre hommage. Max Stanley Bazin, président de la Ligue des Noirs du Québec. Je vous remercie d'avoir pris du temps en espérant que vous nous ferez part des changements et surtout des dates éventuelles de funérailles ou alors des loges funèbres qui seront faites pour ou à la mémoire de Dan Philippe. Parfait. Oui, vous aurez juste qu'à appeler à la Ligue. Donc, vous demanderez au personnel. Donc, techniquement, en principe, ça va nous faire un plaisir de répondre à ces questions ponctuelles. Merci. Donc, merci beaucoup. Merci. Au revoir. OK, bye-bye. Au revoir.